Voyons maintenant le chapitre 4, variables aléatoires discrètes. Alors c'est un chapitre avec beaucoup de rappels, des choses que vous avez déjà vues au lycée. Et puis, ce qui n'est pas des rappels, eh bien en fait, on en a déjà parlé dans le chapitre 1 sur les statistiques. Alors, pour commencer, quels sont les objectifs de ce chapitre? Eh bien, il faudra savoir ce qu'est une variable aléatoire discrète, puisque tout ce qu'on va dire va s'appliquer uniquement à ce cas-là, donc il faut être capable de l'identifier. Ensuite, être capable de calculer la probabilité d'une variable aléatoire discrète. Savoir ce qu'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète et savoir la représenter. Là, on est sur la nouveauté de cette année, mais on en a déjà parlé en statistique. Et puis, calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire discrète. Alors commençons par une définition un peu plus générale que ce qui va nous intéresser dans ce chapitre 4. Lorsqu'à chaque événement élémentaire d'une expérience aléatoire, on associe un nombre réel, eh bien on dit qu'on définit une variable aléatoire. Alors ça peut être de plein de façons différentes, peu importe quelle était mon expérience. Je peux associer un gain, je peux faire la somme des résultats de quand je lance 2 dés, je peux faire plein de choses simplement. J'ai un nombre réel à la fin. Alors, une variable aléatoire, au final, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une fonction qui va de oméga, l'ensemble de mes issues, dans R. À chaque issue, j'associe un réel. D'un point de vue notation, eh bien, les variables aléatoires sont généralement notées par des lettres majuscules. Très souvent grand X, parfois grand Y ou grand Z ou grand T. Et puis, dans certains cas, on va avoir une autre lettre si ça paraît plus pertinent. Par exemple, un gain, on peut l'appeler grand G. Mais quoi qu'il en soit, ce sera des lettres majuscules. Et puis, deuxième notation, si K est un réel, l'événement X prend la valeur K, et bien on le note X égale K entre parenthèses. Même si c'est un événement, et donc événement, c'est un ensemble, donc normalement avec des accolades. Donc par contre, on pourra noter X égale K entre parenthèses, qui est égal à, et puis accolade, et donner des valeurs. Alors on va pouvoir passer vraiment au cœur du chapitre 4. Pour ça, eh bien, commençons par définir ce qu'est une variable aléatoire discrète. Alors, une variable aléatoire, elle est dite discrète si elle ne prend qu'un nombre dénombrable de valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre dénombrable? C'est soit j'ai un nombre fini, donc là, dans mon cas, j'ai, je sais pas moi, 10 valeurs, ma variable aléatoire prend 10 valeurs différentes. Je suis bien dans un cas de variable aléatoire discrète. Et dénombrable, c'est aussi peut avoir un nombre infini de valeurs, mais pas n'importe quel infini. Il faut quand même que ce soit discret. Donc l'exemple le plus parlant, c'est grand N, l'ensemble des entiers naturels, donc des entiers positifs. Grand N, c'est un ensemble dénombrable. D'accord ? Donc une variable aléatoire qui va prendre pour valeur tous les entiers positifs, eh bien on va aussi l'appeler une variable aléatoire discrète. D'ailleurs, on voit bien, certes j'en ai une infinité, mais il n'empêche que je n'en ai que quelques-uns. Alors, ça marche pour grand N, mais en fait, ça va marcher pour n'importe quel ensemble pour lequel je peux me ramener à grand N. Donc avec une suite, si je prends les termes d'une suite, je peux me ramener à grand N, donc j'en ai un nombre dénombrable. Nous, dans ce qui va nous intéresser, la très grande majorité des cas, on aura un nombre fini de valeurs, et dans quelques cas, mais qu'on verra surtout dans le chapitre 5, on peut avoir grand N valeurs. Alors commençons par un exemple. On lance un dé équilibré, donc qui dit équilibré dit j'ai la même probabilité pour chacune des issues, chacune des faces de mon dé. Et on va fixer la règle du jeu suivante. Donc, si on obtient un nombre supérieur ou égal à 3, eh bien on va dire que le joueur perd 3 €. Sinon, il gagne le double de la valeur de la face obtenue. Alors, j'ai mon ensemble oméga, l'ensemble de mes issues, donc l'ensemble des résultats obtenus lorsque je lance mon dé.
Donc j'ai quoi? J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, 5 et 6. À chacune de ces issues, je vais associer un nombre réel. Donc je vais dans grand R et donc j'ai grand X qui est une fonction de oméga dans R. Quelles sont les valeurs que peut prendre grand X? Eh bien, on a dit, si on obtient un nombre supérieur ou égal à 3, le joueur perd 3 €. Donc perdre 3 €, on va noter ça, moins 3. Donc j'ai la valeur moins 3, et pour quels éléments de oméga est-ce que j'ai cette valeur moins 3? Eh bien pour 3, 4, 5 et 6. Et puis on a dit, si le nombre obtenu est du coup strictement plus petit que 3, eh bien le joueur gagne le double de la valeur de la face obtenue. Donc si la face obtenue c'est 1, il va gagner 2. Et si la valeur obtenue c'était 2, il va gagner 4. Donc, que sont les valeurs que peut prendre, que prend grand X? Eh bien, on vient de voir, il y a moins 3, il y a 2 et il y a 4. Et réaliser l'événement X est égal à moins 3, c'est obtenir l'une des issues, alors, ou l'une des valeurs, hein, si on veut, eh bien lesquelles? 3, 4, 5 ou 6. Et donc, si je veux écrire les choses correctement, l'événement X est égal à moins 3, c'est l'ensemble 3, 4, 5, 6. Attention, ici, 3, 4, 5, 6, ce ne sont pas des valeurs de grand X, hein, ce sont bien des issues obtenues. Bon. Maintenant qu'on a la notion de variable aléatoire, voyons la notion de probabilité. Donc je prends x1 jusqu'à xn, les valeurs prises par une variable aléatoire discrète grand X, et je vais définir la loi de probabilité de x en associant à chacune des valeurs xi, eh bien, la probabilité de l'événement grand X égale xi. Et cette probabilité, on va la noter P de x égale xi. Alors attention, si on écrivait les choses correctement, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Eh bien P, des parenthèses, puisque P c'est une fonction, donc des parenthèses pour dire P de, et je dois appliquer ça à un événement, et l'événement c'est x égale xi entre parenthèses. Bon, mais dans la réalité, on ne met jamais ces doubles parenthèses. Hein, on se contente de mettre une paire de parenthèses, mais il faut garder en tête que normalement on devrait en avoir deux. Alors, pour que ce soit plus clair, plus simple, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met tout ça dans un tableau. Donc, dans la première ligne, on va mettre les valeurs de x, et dans la deuxième ligne, on va mettre les probabilités de x est égal à xi. Et puis, alors, on les met avec les xi rangés dans un ordre croissant. Et puis, on a un moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trop trompé. En tout cas, on sait que la somme des probabilités, ça doit faire 1. Alors, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Et on veut maintenant calculer, ou en tout cas définir la loi de probabilité de grand X. Donc, c'est-à-dire calculer la probabilité de grand X est égale à chacune des valeurs de grand X. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on avait dit, on a un dé équilibré. Donc, ça veut dire que oméga est muni d'une loi d'équiprobabilité. Hein, et ça vient bien du fait que le dé est équilibré. Donc, chacune des issues de mon univers a la même probabilité, ici 1 sur 6. Et si je regarde, par exemple,
quelle est la probabilité que grand X soit égal à 2? Eh bien, qu'est-ce qui correspond à 2? Quand est-ce que j'ai 2? Eh bien, j'ai 2 lorsque le résultat de mon dé était un 1. Donc la probabilité que grand X soit égal à 2, c'est la probabilité d'obtenir un 1 avec sur le dé. Bon, bah, quelle est cette probabilité? Comme je suis en situation d'équiprobabilité, c'est 1 sur 6. De la même façon, 4, x égale 4, c'est obtenu lorsque j'ai 2 comme issue. Bon, bah, sa probabilité, c'est 1 sur 6 aussi. Pour la dernière probabilité qu'il reste à calculer, il y a deux façons de faire. Bien évidemment, on sait que la somme des trois probabilités, ça doit donner 1, et donc on peut faire 1 moins 1 sixième moins 1 sixième. L'inconvénient, c'est que si jamais on s'est trompé sur une des deux premières probabilités, on va forcément se tromper dans la dernière. Et puis, du coup, on va perdre notre moyen de vérification. Alors, on peut aussi le faire comme on a fait les calculs là, pour les deux premiers. Donc, moins 3, x égale moins 3, quand est-ce que c'est obtenu? Eh bien, lorsque le dé m'a donné comme valeur 3, 4, 5 ou 6. Je suis en situation d'équiprobabilité, donc la probabilité de cet événement, c'est quoi? C'est nombre de cas favorables sur nombre de cas total, c'est-à-dire 4 sur 6. Et 4 sur 6, c'est égal à 2 tiers. Et maintenant, je peux vérifier, quand je fais la somme des 3, j'ai bien 1. Donc, a priori, il y a quand même de bonnes chances pour que je ne me sois pas trompée. Voyons la nouveauté de cette année. Mais nouveauté, on en a déjà parlé dans le chapitre sur les statistiques. Alors, la fonction de répartition, rappelez-vous, en statistique, dans le cas discret, on avait dit c'est une fonction en escalier, et puis les croissantes, et puis en fait c'est les FCC. Hein. Et donc quand je prends une valeur, eh bien l'image par la fonction de répartition, c'est quoi? C'est tout simplement la fréquence cumulée croissante, mais en cumulant toutes les valeurs plus petites ou égales à cette valeur-là. Eh bien ici, dans le cas des probabilités, c'est exactement la même chose. Simplement, on ne va pas parler de fréquence, on va parler de probabilité. Donc la fonction de répartition grand F, c'est une fonction qui est définie sur tout R. Donc attention, on fait attention, c'est bien défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ça prend comme valeur tous les réels compris entre 0 et 1. Et pourquoi? Parce que ce sont des probabilités. Et une probabilité, c'est compris entre 0 et 1. Alors, comment est-ce qu'elle est définie? Eh bien, on peut la définir dans le cas des probabilités, tout simplement par grand F de t, c'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à t. Et si on réfléchit, oui, ça correspond bien aux fréquences cumulées croissantes. Alors, reprenons plutôt notre exemple. Si je prends x qui est égal à, moins 4 par exemple, que vaut grand F de moins 4? Eh bien, grand F de moins 4, c'est quoi? C'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à moins 4. Oui, mais ici, grand X prend comme valeur moins 3, 2 et 4. Donc, j'ai aucun X qui est plus petit ou égal à moins 4, et donc la probabilité, c'est 0. Donc, je vais avoir ça depuis moins l'infini jusqu'à la première valeur prise par grand X, c'est-à-dire moins 3. À moins 3, qu'est-ce qui se passe? Grand F de moins 3, c'est quoi? C'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à moins 3. Oui, mais X plus petit ou égal à moins 3, c'est uniquement X est égal à moins 3. Donc la probabilité que je cherche, c'est la probabilité de moins 3, c'est-à-dire ici 2 tiers. Alors comme j'ai bien tracé, bien choisi mon échelle pour mon axe des ordonnées, c'est en sixième, donc le 2 tiers est ici. Et puis,
Si je prends par exemple x est égal, t plutôt est égal à 0, que vaut f de 0? Eh bien, c'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à 0. Oui, mais qu'est-ce que j'ai comme valeur de x plus petit ou égal à 0? Ben, j'ai uniquement le moins 3. Donc en fait, f de 0, c'est égal à f de 3. Et je vais avoir ça, en fait, depuis le moins 3 jusqu'à la prochaine valeur prise par grand X. Donc ici, c'est 2. Alors bien évidemment, hein, vous faites un trait bien droit avec une règle. Bon, et en 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 2, c'est le même principe. Que vaut grand F de 2? C'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à 2. Et quelles sont les valeurs de grand X qui sont plus petites ou égales à 2? Ben, j'ai 2, mais j'ai aussi moins 3. Donc, il faut faire la probabilité que grand X soit donc égal à 3, plus la probabilité que grand X soit égal à 2. Enfin, moins 3 et 2, pardon. Donc, je fais 2 tiers plus 1 sixième, je suis à 5 sixièmes. J'y suis en 2, et de la même façon que tout à l'heure, eh bien, je vais être à 5 sixièmes jusqu'à la prochaine valeur de grand X, c'est-à-dire 4. Donc, de 2 à 4, je suis à 5 sixièmes. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive en 4? Eh bien, que vaut grand F de 4? C'est la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à 4. Qu'est-ce que j'ai comme valeur de grand X plus petit ou égal à 4? Eh bien, j'ai 4, j'ai 2 et j'ai moins 3. Donc, la probabilité que je cherche, c'est quoi? C'est la probabilité que x soit égal à moins 3, plus la probabilité que x soit égal à 2, plus la probabilité que x soit égal à 4. Ici, quand je fais cette somme, j'ai 1. Et ensuite, j'ai plus d'autres valeurs de x. D'accord? Donc, je vais avoir 1 jusqu'à plus l'infini. Bon, et puis pour faire les choses bien correctement, eh bien, on va mettre des bornes sur ces segments pour indiquer que, bah, par exemple ici, en moins 3, la valeur, c'est le 2 tiers. F de moins 3, c'est 2 tiers, c'est pas le 0. Bon, eh bien, vous voyez qu'on retrouve la même chose que ce qu'on avait pour les statistiques. Alors, quelques propriétés sur cette fonction de répartition. La première chose, c'est que c'est une fonction en escalier. On vient de le voir, c'est normal, on a une valeur constante, sauf aux quelques points où grand X prend une valeur. D'accord? Ensuite, c'est une fonction qui est croissante. Bah forcément, par définition, c'est P de X plus petit ou égal à T. Donc, éventuellement, je reste constant. Et si je suis pas constant, c'est que je rajoute la probabilité d'une nouvelle valeur prise par grand X. Et donc, je rajoute quelque chose de positif, donc c'est plus grand. La fonction de répartition, c'est aussi une fonction dite continue à droite, en tout point x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire continue à droite? Revenons 2 secondes sur notre dessin précédent. Si je prends un point quelconque pour lequel je suis continu, prenons par exemple, allez, on va se mettre en moins 1. Rappelons-nous de la définition de fonction continue ici en moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je prends la limite de f de t lorsque t tend vers moins 1, mais avec des valeurs plus grandes, eh bien cette limite, elle est égale à la limite de f de t quand t tend vers moins 1, mais cette fois avec des valeurs plus petites. Donc les deux sont égales, et elles sont égales à f de moins 1. Si j'ai toutes ces égalités, à ce moment-là, je dis que ma fonction, elle est continue. Qu'est-ce qui se passe ici au point de discontinuité, par exemple, moins 3? Donc j'ai f de moins 3 qui est ici 2 tiers. Quand je prends la limite de f de t, lorsque t tend vers moins 3 avec des valeurs plus grandes, eh bien, on voit qu'on a bien 2 tiers aussi. Puisque pour les valeurs plus grandes que moins 3, mais pas trop éloignées, eh bien, j'ai le grand F qui vaut 2 tiers. Par contre, quand je fais ma limite en tendant vers moins 3, mais avec des valeurs plus petites, eh bien, cette limite-là, elle vaut 0. Puisque,
eh bien, j'ai 0 pour toutes les valeurs de t qui sont plus petites que moins 3. Donc, j'ai qu'une partie de la définition de fonction continue qui est vraie. Et quelle partie? La partie à droite. C'est pour ça qu'on dit continue à droite. Bon, en soi, si vous n'avez pas compris complètement cette notion de continu à droite, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser, qui va nous être utile en tant que tel dans la suite. Mais on l'utilisera de façon un peu cachée. Bon, quoi qu'il en soit. Donc si on revient sur nos propriétés, on a dit la fonction, elle est continue à droite en tout point x. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, la limite de f de x en moins l'infini, c'est 0. Alors, on va prendre le cas où j'ai un nombre fini de valeurs prises par ma variable aléatoire. Eh bien, forcément, j'en ai une première. Et avant cette première valeur, eh bien, j'en ai pas. Donc, la probabilité que x soit plus petit que cette valeur-là, c'est quoi? C'est 0. Donc, f de x, il vaut 0 en moins l'infini. De l'autre côté, c'est le même principe. J'ai une dernière valeur. Et au-delà de cette dernière valeur, mon f de x, il vaut 1. Alors après, dans le cas où on est sur, par exemple, les valeurs de grand X qui sont grand N, c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai jamais de dernière valeur. Mais il n'empêche que quand je vais prendre la probabilité, eh bien, je vais tendre vers 1, quand je vais faire ma proba qui correspond à ma fonction de répartition. Bon, propriété suivante, la fonction de répartition, on peut l'utiliser pour calculer des probabilités. Alors pour pouvoir faire ça, on va être obligé de définir une petite chose. Si je reviens sur mon dessin, vous voyez que si je prends par exemple ce qui se passe en moins 3, j'ai f de moins 3, donc qui vaut 2 tiers, et puis j'ai cette valeur en bas qui correspond à la limite de f de x lorsque x tend vers moins 3, mais par valeur inférieure. Eh bien, cette valeur-là, cette limite, on va dire que c'est f de moins 3 moins. D'accord? Donc, moins 3 moins, ça correspond aux notations qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait les limites avec des valeurs inférieures. Bon, c'est exactement la même chose, c'est la même notion. Alors, maintenant que j'ai défini ça, eh bien, qu'est-ce que je sais? Alors, on se rappelle, P de x plus petit ou égal à t, c'est par définition le grand F de t. Si je prends maintenant P de x strictement plus petit que t, alors, si on est sur des points continus, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, f de x est égal à f de x au moins, il n'y a pas de question à se poser. La question se pose quand je suis au niveau d'un point de discontinuité. Si je reprends mon exemple, par exemple en 2. Eh bien, vous voyez que si je veux x strictement plus petit que 2, il faut absolument pas que je prenne la probabilité de x égale 2. Et donc, il faut que je prenne la valeur qui est en dessous. C'est-à-dire ici le f de 2 moins. Donc, probabilité que x soit strictement plus petit que t, c'est grand F de t moins. Et puis, alors x plus grand ou égal à t, eh bien c'est le contraire de strictement plus petit que t. Donc c'est pour ça qu'on a 1 moins f de t moins. Strictement plus grand, c'est le contraire de plus petit ou égal. Donc c'est pour ça qu'on a p de x plus grand strictement que t, c'est 1 moins f de t. Et maintenant, si je veux p juste, la proba juste d'avoir t comme valeur, eh bien, qu'est-ce que j'ai si je reprends encore une fois mon dessin? Comment est-ce que je suis passé de f de 2 moins à f de 2? Eh bien, j'ai rajouté la probabilité de 2. Et donc, comment est-ce que je fais la probabilité de 2? Je prends f de 2 moins f de 2 moins. Donc, c'est la formule qu'on a là. Alors là, je l'ai fait juste avec t, mais en fait, on peut le faire aussi sur n'importe quel intervalle AB. Alors, une remarque,
Vous voyez que j'ai écrit P de AB entre crochets, tout simplement. C'est un abus de notation, hein. Normalement, il faudrait écrire probabilité de X appartient à l'intervalle AB. Bon, on comprend ce qu'on veut dire. Alors, vous voyez que selon si j'ouvre ou ferme mes bornes, eh bien, je vais avoir du f de B ou du f de B-, et puis du f de A ou du f de A-. Alors, pour la borne de droite, c'est assez évident. Hein, on voit bien, si je veux prendre par exemple mon 4, si je le veux, bah, il faut que j'utilise le F4. Sinon, je ne peux pas l'avoir. Sur la borne de gauche, bah, c'est plutôt le contraire. Alors, c'est pas très intuitif, mais c'est plutôt le contraire. Vous voyez bien, si je veux pas le 4, eh bien, forcément, il va falloir que je prenne f de 2, f de 4, pardon. Puisque si je prends f de 4 moins, je vais prendre en compte le fait que je vais prendre en compte mon 4, tout simplement. Alors, pour voir un petit peu mieux ces propriétés, je vous propose un exemple. Alors, toujours le même, hein, c'est toujours le même exemple. Alors, si je prends la probabilité que x soit compris entre 0 et 3. Alors là, l'idée, c'est pas de se ramener à ce qu'on connaît de grand X, mais plutôt de faire ça avec notre fonction de répartition. Et puis, on vérifiera avec ce qu'on connaît de grand X. Donc, probabilité que grand X soit compris entre 0 et 3. Bon, 0 est ici, 3 est là. Vous voyez bien qu'en fait, j'ai une seule valeur de grand X entre les deux, hein, puisque j'ai une seule discontinuité. Et qu'est-ce qu'elle vaut, cette probabilité? Tout simplement la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc ici, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut f de 3 moins f de 0. Et comme je l'ai dit, on est sur des points où la fonction est continue. Donc en fait, il n'y a pas de problème. F de 3 ou f de 3 moins, f de 0 ou f de 0 moins, c'est la même chose. Pour moins de 4, alors ouvert en 2 et fermé en 4. Je veux prendre en compte la probabilité de 4. D'accord? Donc, eh bien, il faut bien que j'utilise f de 4 pour ça. Je vais faire moins et du f de 2. Alors, f de 2 ou f de 2 moins? Si je prends f de 2 moins, vous voyez qu'ici, je vais donc prendre le 2 tiers. Et donc, au niveau des probabilités, qu'est-ce que j'ai? J'ai là la probabilité de 4, mais j'ai aussi ici la probabilité de 2. Sauf que cette probabilité, je ne la veux pas. Donc, pour ne pas la prendre, eh bien, il faut que je prenne f de 2. Si je veux maintenant la probabilité de 2, 4 fermés des deux côtés, eh bien, de la même façon, je vais prendre f de 4. Si je prends f de 4 moins, je n'aurai pas la probabilité de 4 qui va intervenir. Et cette fois, je vais faire moins f de 2 moins. Parce que en faisant ça, j'ai bien à la fois la probabilité de 4 et la probabilité de 2. Si cette fois, je veux ni 2 ni 4, eh bien, si je veux ni 2 ni 4, qu'est-ce que je fais? Je veux pas de 4. Bon, si je veux pas 4, je vais prendre f de 4 moins. Hein, f de 4 moins, vous voyez bien que je suis en dessous. Donc, je n'ai pas pris le proba de 4. Et puis, moins f de, alors, 2 ou 2 moins, même principe que tout à l'heure. Si je prends f de 2 moins, je vais avoir pris la probabilité de 2. Je la veux pas, donc je prends f de 2. Si je fais f de 2, j'ai bien la probabilité de moins 2, 4 ouvert des deux côtés.
Et puis, si je prends la probabilité de 2, 4, alors je veux le 2, je ne veux pas le 4. Je veux pas le 4, à nouveau, je vais prendre f de 4 moins. Je veux le 2, donc je vais prendre f de 2 moins. Alors, j'ai fait aucun calcul ici, je peux les faire. Donc, f de 3 moins f de 0, ça donnait 1/6. F de 4 moins f de 2, bah, ça nous donne donc 1 moins 5/6, c'est-à-dire 1/6. Le f de 4 moins f de 2 moins, c'est 1 moins, on était à 4/6 ou 2/3, donc ça donne 1/3. Le f de 4 moins f de 2, eh bien f de 4 moins, c'est quoi? C'est 5/6. Et f de 2, c'est moins 6e, c'est 5/6 aussi. Donc j'ai 0. Bah oui, hein, entre 2 et 4 exclus, j'ai aucun x. Et puis le dernier, donc f de 4 moins, c'est 5/6. Le f de 2 moins, c'est 2/3. Donc il me reste 1/6. Et effectivement, entre 2 inclus et 4 exclus, j'ai uniquement la valeur de grand X qui vaut 2. Bien. Il faut arriver à vous convaincre de ce qu'on vient de faire. Bon, passons maintenant aux notions d'espérance, de variance et d'écart type. Alors, dans cette partie, on va voir que si on connaît les formules de moyenne et d'écart type et de variance des stats, ben on sait le faire aussi dans le cas qui nous intéresse ici. Alors, on va prendre dans la suite donc une variable aléatoire discrète grand X et puis on va prendre sa loi de probabilité. Donc à chacun des xi, j'ai un PI associé. Alors l'espérance, on dit des fois l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X, c'est quoi? Eh bien c'est un nombre réel qu'on va noter E de X et qui est défini par la somme des xi fois PI. Alors, rappelez-vous, lorsqu'on était en statistique, on avait somme des xi fi, où on avait somme des xi fois ni, le tout sur grand N. Et ça, c'était la définition de x bar. Donc vous voyez qu'ici, en fait, l'espérance, c'est comme la moyenne. Simplement, au lieu de prendre les fréquences fi, on va prendre les probabilités pi. Donc si vous connaissez la formule de la moyenne, vous connaissez la formule de l'espérance. Il n'y a qu'à remplacer les fi par les pi, et puis le x bar par E de x. Alors, une remarque, justement, l'espérance mathématique, elle peut être interprétée comme une valeur moyenne. Mais attention, comme une valeur moyenne, lorsqu'on répète un grand nombre de fois l'expérience. D'accord ? Et à ce moment-là, on considère les fréquences, les fréquences comme des probabilités. Mais on verra un petit peu tout ça un peu plus en détail et un peu plus justifié un peu plus tard dans le cours. Bon, reprenons notre exemple. Alors, que vaut E de x? Eh bien, E de x, ici, c'est donc moins 3 fois 2/3, plus 2 fois 1/6, plus 4 fois 1/6. Alors, si je fais le calcul, moins 3 fois 2/3, ça me fait moins 2. Et puis, quand je fais la somme des deux morceaux après, je vais avoir 2/6 plus 4/6, c'est-à-dire 6/6, ça fait 1. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et donc, on peut en conclure qu'en jouant un grand nombre de fois à ce jeu, eh bien, un joueur perdrait, en moyenne, 1 euro par partie. Alors, attention, c'est une moyenne quand je répète un grand nombre de fois. Il est clair que quand on prend une seule partie en compte, on ne va jamais perdre 1 euro. On a dit, c'est soit on perd 3 euros, soit on gagne 2, soit on gagne 4. Il va y avoir des parties où le joueur va gagner et des parties où le joueur va perdre. Mais s'il joue par exemple 1000 fois, ou 10 000 fois, eh bien, a priori, à la fin, il aura perdu. Alors s'il a joué 1000 fois, eh ben, il va perdre 1000 euros. S'il a joué 10 000 fois, il va perdre 10 000 euros.
Simplement, bon, bah, parfois il aura gagné, parfois il aura perdu, mais en tout, il aura très certainement perdu 10 000 euros. Ce qui revient à dire que bah, c'est comme si à chaque partie, il avait perdu 1 euro. Hein, mais en réalité, il n'y a eu aucune partie où ça a été le cas. Alors on dit dans ce cas-là que le jeu n'est pas favorable aux joueurs. D'accord? Donc si l'espérance elle est négative, bah, c'est pas favorable aux joueurs. Si l'espérance est positive, c'est favorable aux joueurs. Alors d'ailleurs, une petite définition. Lorsqu'on prend un jeu de hasard et qu'on définit grand X, la variable aléatoire qui correspond au gain du joueur, eh bien on dit qu'un jeu est équitable si son espérance, elle vaut 0, tout simplement. Alors, il est évident que le loto ou tous les jeux de hasard de la Française des Jeux ou autres, ne sont pas des jeux équitables. La Française des Jeux, ça reste une entreprise. Son but, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils créent un nouveau jeu? Eh bien, ils s'arrangent pour que l'espérance soit négative, pour que l'espérance, du coup, soit en leur faveur. Et puis, si on prend l'exemple du loto, bah, vous voyez bien qu'il y a tellement de joueurs, rien que sur une partie, on peut considérer que, voilà, en moyenne, les joueurs, ils vont gagner un nombre négatif. Et donc, la Française des Jeux, elle, va gagner de l'argent. Bien évidemment, il y a des gens qui vont gagner, hein, mais il y a beaucoup de gens qui vont perdre. Et donc ça va s'équilibrer, et en moyenne, bah, c'est la Française des Jeux qui va gagner et qui sait à peu près ce qu'elle va gagner. Alors, c'est vrai très certainement sur une seule partie. Prenez tous les lotos d'une année, fois le nombre de personnes qui jouent, on est très largement, je pense, sur la moyenne, hein, sur l'espérance. Bon, alors, on a la notion d'espérance, et puis on va voir la notion de variance. Alors, avant de partir sur la notion de variance, je vous cite le théorème de transfert, et on ne va pas le démontrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème de transfert? Il nous dit que si on prend une fonction g, alors qui est définie eh bien, sur les valeurs prises par la variable aléatoire, hein, grand X, à valeur dans R, eh bien l'espérance de g de x, c'est la somme des g de xi fois pi. Alors ça va marcher que g de x soit 3x, que ce soit x carré, ça pourrait être cosinus x, ça marcherait. Il suffit dans la formule de l'espérance de remplacer le xi par la fonction appliquée à ce xi. Alors, ce théorème de transfert, on ne va pas l'utiliser en tant que tel dans les exercices. Par contre, on l'utilise dans la définition de la variance de la variance. Alors justement, comment est-ce qu'on définit la variance d'une variable aléatoire? Eh bien, alors c'est un nombre réel positif, hein, comme c'était le cas en stats, et il est défini par l'espérance de x moins espérance de x au carré. Alors, c'est pas cette formule-là qu'on va utiliser pour faire les calculs, très clairement. Pour les calculs, on va utiliser somme des PI fois xi moins e de x au carré. Alors là, à nouveau, donc, bon, on voyait bien que pour trouver cette formule-là, on appliquait le théorème de transfert sur la formule juste avant. Quand on était en stats, quelle était la formule pour la variance? Eh bien, on avait la somme des fi xi moins x bar au carré. Ou la version ni divisé par grand N, mais ça revient exactement au même. Bon, encore une fois, vous voyez qu'on a quasiment la même formule que pour les stats, simplement on a remplacé les fi par des pi, et puis on a remplacé x bar par e de x, tout simplement. Donc, si vous connaissez la formule pour les stats, vous connaissez la formule pour les variables aléatoires discrètes. Et puis, l'écart type, c'est comme pour les stats, c'est la racine carrée de la variance. Alors, notez juste, en stats, on note var et sigma. En variable aléatoire, on va noter var de x et sigma de x, pour bien préciser. Alors, une remarque en fait qui est liée à la définition que je vous ai donnée, on a dit, c'est l'espérance de x moins espérance de x au carré.
C'est-à-dire que la variance, c'est la moyenne, en gros, des carrés des écarts entre ces valeurs et son espérance. Et donc, plus ces écarts sont grands, plus la variance est grande, et plus les écarts sont petits, et plus la variance est petite. Et donc, la variance, comme en statistique, va mesurer la dispersion des valeurs prises par X autour de son espérance. Alors, reprenons notre exemple. Donc, je vous rappelle le calcul de l'espérance qu'on a déjà fait tout à l'heure. Que vaut la variance de X? Alors, on ne se trompe pas, le carré et le moins X espérance, on va mettre ça sur les valeurs, sur les XI, pas sur les PI. Donc je vais avoir 2 tiers fois moins 3 moins E de X, c'est-à-dire moins 1 au carré, plus 1 sixième facteur de 2 moins moins 1 au carré, plus 1 sixième de 4 moins moins 1 au carré. Je fais le calcul et je trouve 25 tiers. Pour finir, je peux donner l'écart type. Sigma de x, c'est quoi? C'est la racine carrée de la variance, donc racine carrée de 25 tiers. Et ça, c'est 5 racines de 3 sur 3. Alors, si on se rappelle un petit peu de ce qu'on a fait en stats, eh bien, on avait une deuxième formule pour calculer la variance. On retrouve ici la formule de Koenig-Huygens. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La variance de x, c'est quoi? C'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Encore une fois, c'est pas cette formule-là qu'on va appliquer, mais plutôt somme des pi xi carré moins e de x au carré. Quand on était en stats, on avait la somme des fi xi carré moins x bar au carré. À nouveau, c'est la même formule, simplement j'ai remplacé les fi par les pi et le x bar par e de x. Alors je peux à nouveau reprendre mon exemple. Donc, variance de x, c'est quoi? C'est moins 3 au carré fois 2 tiers, plus 2 au carré fois 1 sixième, plus 4 au carré fois 1 sixième, et j'oublie pas à la fin de faire moins mon espérance, donc moins moins 1 au carré. Et on peut faire le calcul, on retrouve 25 tiers. Bon, dernière propriété. Alors on va commencer par une définition. Je prends A et B, deux réels quelconques. Grand X, la variable aléatoire qu'on a déjà définie juste avant. On peut à partir de là définir une nouvelle variable aléatoire. Alors on va la noter ici, AX plus B. Et sa loi de probabilité, comment elle est définie? Donc quelles sont les valeurs de AX plus B? C'est tout simplement les AXI plus B. Et les probabilités associées, ce sont les mêmes probabilités que pour les XI. Tout simplement. Alors, typiquement, ça c'est le genre de choses qu'on va avoir pour passer, je sais pas moi, de grand X, c'est le nombre de, le nombre de calculatrices vendues. Et AX plus B, eh bien c'est ce qui va me permettre de calculer l'argent gagné. Donc c'est un cas assez classique. Alors, on va pouvoir s'intéresser à l'espérance et à la variance. Alors l'espérance de AX plus B. Ici j'ai séparé en deux pour vous l'écrire, mais on pourrait le faire en un. Alors on vous dit l'espérance de X plus B, c'est l'espérance de X plus B. Et l'espérance de AX, c'est A fois l'espérance de X. Alors à démontrer, c'est pas très compliqué. Si je prends l'espérance de AX plus B, on va le faire en un seul coup, eh bien qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la somme des AX I plus B, à la place des XI, fois les PI. Ça, je vais pouvoir le découper. Donc j'ai somme des AXI PI, je développe, plus, allez, je vais aller un peu plus vite, la somme des B fois PI.
Je mets pas i qui va de 1 jusqu'à n, hein, mais c'est sous-entendu ici. Bon, bah si je prends ma première somme, je peux sortir le a, il dépend pas de i, donc je peux le mettre en facteur. J'ai a somme des xi/pi. Et puis, dans ma deuxième somme, bah pareil, je peux mettre le b en facteur, donc j'ai b fois la somme des pi. Alors, somme des xi/pi, bah ça c'était la définition de e de x. Et somme des pi, bah on sait que ça vaut 1. Donc on voit qu'on a a e de x plus b. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en rappeler? Si je raisonne en termes de statistiques plutôt qu'en termes de probabilité, prenons les moyennes obtenues à un ds. Eh bien, si je rajoute 2 points à tout le monde, bah forcément la moyenne elle est montée de 2 points aussi. Donc ça correspond à e de x plus b est égal à e de x, le tout plus b. Et puis, si je multiplie toutes les notes par 2, eh bien, la moyenne, elle est aussi multipliée par 2. Bon. Pour la variance, c'est un petit peu plus compliqué, ou en tout cas beaucoup moins intuitif. Alors, si je reprends mon petit exemple là, avec les moyennes à mon ds, si je rajoute 2 points à tout le monde, eh bien, vous voyez bien que la dispersion des valeurs autour de la moyenne, elle va être la même. Hein, si je fais un petit dessin avec un nuage de points, je vais avoir le même dessin, il va juste être un peu décalé. Mais dans la répartition autour de la moyenne, ça va rien changer. Si je multiplie toutes les notes par 2, là, la dispersion, la façon dont elles vont être organisées autour de la moyenne, ça va plus être la même. Admettons, mes notes allaient de 5 à 10, bah maintenant elles vont de 10 à 20. Donc vous voyez bien que c'est beaucoup plus dispersé. Alors, retrouver le a carré avec mon petit exemple, c'est pas possible. Ça, il faudra le connaître. Alors, on peut également démontrer ces propriétés. Alors, comment? Bah, si je prends la variance de ax plus b, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai la somme des pi fois axi plus b moins l'espérance de ax plus b. Et puis, alors, je peux enlever les parenthèses des axi plus b, ça c'est pas un souci. E de ax plus b, ben on a dit c'est a fois e de x plus b. Alors comme j'ai le moins devant, qu'est-ce que c'est? Ça me donne moins a e de x. Hein, j'oublie pas le moins, donc moins b. Vous voyez que les b déjà ils se simplifient. Donc j'ai plus de b dans l'histoire. Ça correspond bien à variance de x plus b, c'est égal à variance de x. Et maintenant, dans ce qui me reste, vous voyez que j'ai du a dans les deux. Donc je peux mettre le a en facteur, j'ai pi fois a, facteur de xi moins e de x. Bon bah mon a, il dépend pas de i, donc je peux le mettre en dehors de ma somme. Je vais avoir a somme des pi. Alors il me manque tous les carrés ici. Hop, faut que je mette les carrés, donc je vais avoir un a carré. Hop. Et donc somme des pi, facteur de xi moins e de x au carré. Et ça, bah, c'était la définition de variance de x. Donc j'ai démontré la formule. Et donc vous voyez, le a carré, il vient de là. D'ailleurs, de toute façon, la variance, c'est un nombre positif. A, il peut être négatif. D'accord? Donc on ne pourrait pas avoir variance de ax est égal à a variance de x. C'est pas possible, ça marcherait pas dans le cadre, dans le cas où a est négatif. Bon, là on a parlé de la variance. On a aussi sur l'écart type, simplement attention, comme l'écart type c'est la racine carrée de la variance, eh bien on va avoir racine carrée de a carré, et racine carrée de a carré, c'est pas a, c'est bien valeur absolue de a. Hein, et d'ailleurs, l'écart type c'est aussi un nombre qui est forcément positif. Donc pensez-y, il y a cette valeur absolue qui traîne quelque part. Bon, dernière définition.
On dit qu'une variable est centrée si son espérance vaut 0 et on dit qu'elle est réduite si la variance vaut 1. Vous connaissez ces notions-là puisque au lycée vous avez parlé de loi normale centrée réduite. La loi normale centrée réduite, c'était la N01. C'est celle qui a pour moyenne, pour espérance 0 et pour variance 1. Cette notion de centrée est réduite. Alors elle peut être que centrée, elle peut être que réduite, elle peut être les deux. Ça marche pour n'importe quelle variable aléatoire. Voilà pour ce chapitre.